Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Sud Radio, on est ensemble pour 3 heures, soyez prêts pour de l'échange, pour de la discussion, pour de l'information, et ce, avec vous, toujours avec vous, amis auditeurs, au 0826 300 300, vous pouvez également nous écrire, commenter l'émission sur le site, bien entendu, sudradio.fr, sur les réseaux sociaux, ainsi que l'application. De quoi allons-nous causer, comme on dit chez nous? Eh bien, de quoi on va causer pour vous accompagner jusqu'à l'heure du déjeuner? D'abord, un invité exceptionnel. À partir de 12h30, nous recevrons Jean-Yves Camus, spécialiste des radicalité politique, qui travaille pour l'Institut Jean Jaurès. On reviendra quand même sur cette semaine un peu folle du côté de la droite radicale. Doit-on d'ailleurs continuer à appeler le parti de Marine Le Pen l'extrême droite? Lui, vous l'entendrez à partir de 12h30, a une position beaucoup plus nuancée. Et alors qu'on a énormément parlé du fameux tandem Jordan Bardella, Marine Le Pen, est-ce que ce duo, ce fameux tandem présenté par tous les membres du Rassemblement national comme étant absolument complémentaire, est-ce que c'est ce que cherchent absolument les électeurs? Nous lui poserons la question et vous entendrez ces éléments de réponse. Marine Le Pen sera aussi au cœur de nos échanges, de nos discussions avec nos débatteurs tout à l'heure, notamment parce que nous avons ce qu'on appelle dans notre jargon un quali qui teste la fameuse image politique de Marine Le Pen auprès des Français, et 79% précisément estiment qu'elle est encore d'extrême droite, Marine Le Pen. Alors est-ce que c'est la réalité? Est-ce que vous considérez, vous, encore, amis auditeurs, que Marine Le Pen doit être comparée, doit être qualifiée d'extrême droite après tout, quand on représente près de 50% des électeurs? Est-ce qu'on est aujourd'hui encore un parti d'extrême droite? Est-ce que ça veut dire que la France est à l'extrême droite? Est-ce que vous trouvez que cette qualification est juste? Parce que oui, vous la trouvez d'extrême droite, ou alors aujourd'hui c'est encore un tampon qu'on essaye d'imposer au clan Le Pen pour la décrédibiliser. Vous en discuterez avec nous au 0826 300 300. On parlera aussi d'un milliardaire qui prend très rarement la parole. On l'a vu hier dans le classement des plus grandes fortunes de France, Bernard Arnault, qui a accordé un entretien fleuve à un média en ligne qui s'appelle Légende, record de vues, et une phrase: la réussite en France, quoi qu'on en pense, pose un problème, dit-il. Nous n'aimons pas la réussite, nous ne l'acceptons pas. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un patron, vous avez gagné un peu d'argent, peu importe la manière, tant qu'elle est légale, bien entendu, et vous avez ressenti quand même une difficulté à échouer en France, à réussir, à se relever, à ne difficilement parler de ses échecs. Mais vous témoignerez et vous entendrez Bernard Arnault donc sur Sud Radio avec cette petite phrase qui fait énormément réagir, et vous viendrez raconter, donner votre avis, votre opinion au 0826 300 300. Pour le moment, il est 10h05. Les informations du jour qu'on a décidé de retenir avec un rapport, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un rapport choc. Les débats de l'été, Sud Radio. Et pour parler de ce rapport choc, nous sommes avec celle qui en est la rapporteuse. Bonjour Marie-Carole Ciuntu. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la sénatrice LR du Val-de-Marne, rapporteuse donc de ce rapport sur un sujet dont on parle régulièrement en France, parce qu'il est souvent au cœur d'énormément de discussions politiques. C'est le fameux droit d'asile. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi, la sénatrice que vous êtes, et pourquoi vous avez autant travaillé sur la volonté de savoir ce que coûtait le droit d'asile en France? Comment ça s'est passé? Parce que avec Bruno Retailleau, lorsqu'il était patron de notre groupe au Sénat, il voulait qu'on fasse la transparence des coûts sur l'immigration. Et je suis rapporteur au sein de la commission des finances au Sénat du budget immigration, intégration et asile. Et j'avais bien vu que dans ce budget, il n'y avait pas la vérité des coûts sur l'asile, puisque en fait, les budgets sont éclatés, et c'est ce travail que j'ai voulu faire, aller rechercher dans l'ensemble des budgets de l'État et combien ça coûte. Et néanmoins, on flirte avec les 2 milliards d'euros, mais je dis bien dans mon rapport, on n'a pas pu tout chiffrer, on n'a pas pu chiffrer les prestations sociales et les coûts médicaux. Alors, c'est le chiffre choc de ce rapport. 2 milliards d'euros uniquement pour le droit d'asile, et pardon, c'est difficilement audible aujourd'hui, sortant de votre bouche, Madame la sénatrice, de dire que vous n'avez même pas pu tout chiffrer. Comment cela est possible? Et dans ce cas-là, 2 milliards, ça représente quoi concrètement, si en plus on n'a pas pu tout chiffrer? Alors ça représente essentiellement, quand vous êtes demandeur d'asile, il faut bien comprendre que immédiatement on vous protège, on vous donne une allocation et on vous loge. Et l'hébergement en 2024, et c'est un record, 1,1 milliard. Rien que d'hébergement. Rien que l'hébergement. Et ensuite, il faut rajouter les coûts en préfecture, il faut rajouter l'Office français de protection des réfugiés, l'OFPRA, et ensuite, il faut rajouter la CNDA. Voilà les coûts majeurs. Mais ensuite, il faut aussi aller chercher dans des chiffres qu'on nous a confiés pour la première fois. On n'avait jamais pu, avant 2025, essayer d'approcher la vérité. C'est que
En matière d'hébergement, on est à 1,1 milliard, mais comme ça ne suffit pas pour loger les demandeurs d'asile, compte tenu de la progression exponentielle et continue de ces demandes d'asile, eh bien ça se reporte dans ce qu'on appelle le logement d'urgence, donc un logement qui n'est pas dédié pour les demandeurs d'asile. Et là, on a chiffré à 20% d'occupation des logements d'urgence par les demandeurs d'asile et les réfugiés, et à minima, c'est 250 millions d'euros. Donc là aussi, en réalité, si on suit votre logique, on est quasiment à 1,3 milliard, 1,4 milliard uniquement pour loger les demandeurs d'asile, oui, avec la nuance et la complexité que vous évoquiez ce matin. Allocation, logement, plus Office français de protection des réfugiés, on est environ en dessous du 1,5 milliard. Et puis le reste, c'est ce qu'on a été chercher. Madame la sénatrice Carole Ciuntu, en rappelant que vous êtes la rapporteuse donc de ce rapport sur le coût d'asile en France, beaucoup de gens se posent la question, et vous parlez de demandes exponentielles, d'où viennent ces demandes? Aujourd'hui, est-ce qu'on a la transparence sur ces demandeurs d'asile? D'où ils viennent? À combien de pourcents? Est-ce qu'on accueille, j'ai posé la question un peu trivialement, mais que ceux qui en ont réellement besoin? Alors, je pense que avec ces chiffres, on a déjà la réponse. Il faut quand même dire que la France est dans le trio de tête de ceux qui accueillent ces demandeurs d'asile. On a doublé sur les demandes d'asile en 10 ans. On est aujourd'hui, en moyenne, depuis les 5 dernières années, à une demande qui est à 150 000 demandeurs d'asile chaque année. 150 000 demandeurs d'asile chaque année. Il y a aussi une question qui est très liée à cette demande exponentielle. On en parlait très rapidement quand vous êtes entré en studio. C'est le fameux délai d'instruction qui pèse forcément aussi sur les finances et sur le traitement des dossiers. Expliquez-nous pourquoi c'est un élément essentiel de votre rapport et pourquoi ce délai pose problème. Alors, on met 1 an, nous, pour instruire une demande d'asile. Une seule? L'ensemble des demandes qui arrivent, c'est-à-dire les 150 000 demandes par an, on va mettre en moyenne 1 an pour les examiner et rendre une décision, parce que vous avez déjà une première instance, puis ensuite des recours massifs qui sont faits devant la CNDA. On devrait tendre à 6 mois, ce sont les objectifs assignés par l'Europe, et ce sont aussi les objectifs qu'on devrait poursuivre. Et il faut retenir un chiffre: si on faisait une économie sur ces délais d'1 mois, 1 mois de moins d'instruction, 94 millions d'euros. C'est considérable. 1 mois coûte 94 millions d'euros aux contribuables français. Voilà. Et au niveau de l'OFPRA, qui examine ces demandes, il y a des moyens aussi très importants qui ont été alloués pour justement faire ces économies de délai. Alors on a constaté une petite amélioration, mais enfin 200 loin du compte quand même. Des effectifs qui augmentent dans les 5 dernières années de 250 agents supplémentaires, alors qu'on est en totale disette budgétaire, et pour autant on ne resserre pas les délais suffisamment. C'est la même chose pour la CNDA, où on avait dit qu'il fallait passer au juge unique majoritairement. On voit que ce sont toujours des formations collégiales qui examinent les recours, et évidemment, ça prend plus de temps. Sachant que pour tous ceux qui nous écoutent, il faut bien remettre dans le contexte, l'OFPRA, c'est notamment l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a aussi quelque chose qui interpelle, parce que 100 millions d'euros, c'est-à-dire qu'un mois d'économie, vous voyez, c'est 94 millions, c'est quasiment le coût de fonctionnement de l'OFPRA. Et pourtant, on n'y va pas, on se saisit pas de cela. L'OFPRA, c'est la loi lui demandait de passer à ce qu'on appelle des guichets uniques dans les préfectures, c'est-à-dire quand la demande par le demandeur d'asile est déposée en préfecture, il aurait fallu qu'il y ait des agents de l'OFPRA aussi sur place. On estime que, avec une seule expérience qui a été tentée à Cergy, alors qu'on leur demandait 3 sites expérimentaux, on les a pas eus. Avec 4 agents, on voit que sur ce site-là, on fait déjà retomber les délais d'1 mois. Croyez-vous qu'il y ait une volonté de continuer? Non. Non, ça c'est certain. Carole Ciuntu, vous êtes la sénatrice LR du Val-de-Marne, vous êtes la rapporteuse de ce rapport sur le coût du droit d'asile. Je me mets à la place de ceux qui sont en train d'écouter Sud Radio, qui se disent, bon, il y en a beaucoup. Ça nous coûte, pour reprendre une expression désormais célèbre, un pognon de dingue. On a des recours, mais on a des décisions qui tombent. On doit se dire qu'une fois que ces décisions sont tombées, les personnes qui n'ont pas le droit à l'asile repartent. Alors, comme effectivement c'est invraisemblable, je vais dire les choses clairement. 150 000 demandeurs d'asile, pratiquement 150 000 qui resteront. Parce que, en premier temps, on a un taux de protection. Ça veut dire que on va accepter sur ces 150 000 la moitié comme étant réfugiés. Au bout de l'année d'examen, la moitié. Mais l'autre moitié, parce que c'est quand même la question aussi qui va se poser, il y a 3%
d'exécution des OQTF pour les déboutés de droit d'asile. Il n'y a aucun suivi de la part du ministère de l'Intérieur et des services sur ce qui se passe après que les demandeurs d'asile aient été déboutés. Donc ça, c'est aussi quelque chose que notre rapport met bien à jour, et c'est plus soutenable. Généralement, le but d'un rapport, c'est malheureusement d'essayer de regarder une réalité en face, notamment quand elle n'est pas très agréable à regarder, comme ce qu'on constate en lisant vos nombreuses pages. Il y a aussi des recommandations, concrètement, pour essayer de, non pas de maintenir, mais de résoudre cette équation complexe, qui est sur un sujet en plus politiquement extrêmement sensible pour beaucoup, à savoir l'immigration. Quelles seraient, les 2-3 mesures phares à mettre en place immédiatement pour juste retrouver un fonctionnement normal, c'est-à-dire que ceux qui ne doivent pas rester partent, pour que l'office en charge de ces questions-là ne mette pas 1 an mais 6 mois, qui est le délai visé. Comment on réorganise tout ça pour être efficace ? Alors, vous avez parfaitement raison. Sur les délais, je pense que vraiment les moyens sont là, donc on peut réduire les temps. Et puis, sur le reste, il faut simplement avoir conscience que si on continue comme ça sape totalement cette filière du droit d'asile. C'est une filière d'immigration comme une autre, je tiens à le dire ce matin. C'est une filière d'immigration qui se situe avant même l'immigration économique. Donc, il faut tout reprendre, à la fois le niveau des protections et également les délais d'exécution. Et puis aussi, l'asile, c'est pas une permission de rester ad vitam aeternam sur notre territoire. Vous diriez que le droit d'asile a été aujourd'hui dévoyé. Oui, c'est une évidence. Je tiens aussi à dire, donc chez nous, on reste 10 ans quand on est réfugié. On a un titre de séjour qui est définitif, qu'on ne regarde pas. Ailleurs, prenez le Danemark, c'est 2 ans. Et tous les 2 ans, on regarde si on a encore qualité à rester sur le territoire. Ça aussi, il faut y réfléchir. Nous sommes à quelques mois d'un enjeu plus que singulier, très important, qui s'appelle l'élection présidentielle dans ce pays. Est-ce que, à l'aune de votre rapport, on peut dire que... Est-ce qu'on peut se poser la question, en tout cas, est-ce qu'on peut reprendre réellement la main sur l'immigration ? Regardez, il y a des propositions qui sont sur la table. C'est pas des rapports pour constater, c'est des rapports pour proposer. Donc c'est une question quoi, de courage politique, de volonté politique ? C'est exactement ce que Bruno Retailleau dit. Quand on a la vérité sous les yeux, on voit bien que c'est parce qu'on n'a pas souhaité faire, qu'on n'a pas pu améliorer les choses. Et si évidemment on avait les moyens de le faire, et si on a la confiance des Français, on agira. C'est pour ça d'ailleurs que ce rapport est fait. Merci beaucoup Marie-Carole Sientu d'avoir été avec nous, sénatrice LR du Val-de-Marne, rapporteuse donc de ce rapport sur le coût du droit d'asile. Je rappelle ce chiffre quand même faramineux, sachant que d'une certaine manière, il n'a pas pu être entièrement calculé, il n'est pas totalement complet, mais c'est près de 2 milliards d'euros, et j'ai aucun doute sur le fait qu'on y reviendra sur ce sujet, l'immigration, et même sur ce droit d'asile. 800 000 réfugiés dans notre pays aujourd'hui, 10% de l'immigration. Des chiffres extrêmement frappants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et je vous souhaite donc une belle journée et un beau week-end. À très bientôt. Merci. Sur Sud Radio. Dans un instant sur cette antenne, un appel à l'aide, un restaurateur qui a décidé de mettre les mains dans le cambouis, qui a décidé de reprendre l'établissement familial, mais qui se retrouve, pardonnez-moi l'expression, tout simplement en PLS. Lui, c'est pas son métier. Il y avait un membre de la famille duquel il fallait perpétuer un certain héritage, et aujourd'hui, il passe un appel à l'aide sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Maxime Liédot. On est ensemble jusqu'à 13h, vous le savez, comme chaque jour, entre 10h et 10h30, on s'intéresse à l'actualité brûlante. On donne la parole à tout le monde, et notamment à ceux qui ont parfois besoin d'un coup de main ou qui passent un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux pour alerter sur une situation. Et c'est votre cas, Louis Dubois, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur du Panorama, la terrasse du château. C'est à Saint-Michel de Fonzac, c'est en Gironde. Et vous avez décidé, il y a quelques jours seulement, de publier une vidéo sur les réseaux sociaux pour faire part de votre situation. Expliquez-nous déjà qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous avez publié cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. Alors, pour vous dire, on a une histoire forte. Mes parents sont viticulteurs. Je suis jeune, j'ai 26 ans, vigneron même, je dirais, parce qu'on travaille notre terre depuis 5 générations. Et il s'avère que, comme tous les viticulteurs à cette époque, on a pris le Covid de plein fouet, et puis c'est très difficile sur le marché aujourd'hui. On a aussi eu 3 années noires successives suite à ce Covid. Mon papa, il nous a fait une série de 3 accidents. Il nous a fait un Covid grave. C'était un des premiers sur la région à être affecté. Deuxième année, on a des terroirs qui sont très escarpés. Il a chaviré dans la vigne avec le tracteur. On a un terroir qui est très accidenté. Il y a beaucoup d'accidents.
il nous a cassé quelques côtes. Et puis 3e année, on l'a retrouvé avec mon petit frère tombé seul au milieu de 15 hectares. On l'a sorti d'une crise cardiaque, tombé du tracteur dans ses vignes. Donc moi, étant étudiant, j'ai décidé de faire un tournant dans mes études, de revenir auprès d'eux, parce que c'est aussi pour moyen de faire perdurer notre héritage. Plus de 100 ans. Donc j'ai fait un tournant dans mes études et j'ai dit il faut trouver aujourd'hui des alternatives pour se diversifier. J'ai développé la partie événementielle avec Privilège Réception qui développe événements et privés et professionnels sur la propriété, et le panorama terrasse dégustation qui n'était pas un projet professionnel à l'origine. Je dois dire que quand on est jeune, c'est très difficile en France pour entreprendre. Les banques ne nous soutiennent pas forcément. On a beau avoir du patrimoine et des projets en or. Donc on s'est retroussé les manches, on s'est mis au fond du garage. On a sous 40 degrés, même climat actuel. On a soudé un comptoir et on a dit on va ouvrir une guinguette qui devient aujourd'hui, en 5 ans d'investissement, ça y est, le panorama terrasse dégustation. On est ouvert donc de juin à septembre. C'est une terrasse éphémère en extérieur qui propose des ardoises gourmandes, salées et sucrées, en accompagnement de la dégustation des vins de la propriété. Évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Louis Dubois, on a entendu votre histoire. On rappelle donc que vous êtes le directeur du Panorama, la terrasse du château. Ça se trouve à Saint-Michel-de-Fonsac, c'est en Gironde. Mais vous avez décidé de publier une vidéo sur les réseaux sociaux très récemment. Et nous, on a eu envie de vous inviter aussi pour cela. Pourquoi cette vidéo ? Il s'avère qu'aujourd'hui, en fait, de manière générale, dans le secteur de la restauration, c'est bien connu, c'est très difficile de recruter. Et puis nous, on n'est pas du métier, on a appris le métier, je dois dire, sur le tas, parce que c'est toute une cadence, une logique, et c'est un métier qui est complexe, la restauration, je dois le dire. Et aujourd'hui, on se retrouve, nous, avec mon papa, justement vigneron, à assurer les services en cuisine. Et aujourd'hui, on recherche absolument une personne qualifiée pour pouvoir nous seconder à ce niveau-là. Et nous, je dois dire aussi, retrouver notre place de vigneron, de viticulteur et moi d'entrepreneur pour parler de nos vins, parce que c'est avant tout le projet aussi, c'est mettre en avant notre production. Et puis accessoirement, c'est votre métier, Louis Dubois. Mais pour qu'on comprenne, rentrons dans les choses pragmatiques, on va dire. Déjà, pourquoi avoir publié la vidéo alors qu'il existe maintes et maintes sites de recherche, qu'il existe des réseaux sociaux avec une simple annonce écrite? Pourquoi cette vidéo? Parce que la recherche était compliquée, parce que vous manquiez de candidats? Exactement. Pour vous dire, en fait, je suis accompagné par France Travail, mais ça a été assez dur de trouver aussi des candidats. En ligne, il y a de nombreux sites qui vous proposent des offres, mais pour recruter localement, régionalement, c'est très compliqué. On a soit des offres qui arrivent de l'autre bout du monde, soit des sites qui vous proposent des tarifs exorbitants à la journée pour que votre annonce reste publique. Le bouche à oreille, mais la restauration est un domaine. Ce cas de figure est assez compliqué, surtout pour la partie cuisine, parce que on se retrouve soit avec des profils surqualifiés, soit parfois avec des profils plutôt sous-qualifiés, plutôt job d'été, saisonnier, et certains cas de figure, c'est difficile aussi quand nous, on n'est pas du métier, de pouvoir former les jeunes. Voilà, là, à l'inverse. Mais alors concrètement, admettons, vous êtes sur Sud Radio, Louis Dubois. Je rappelle que vous êtes le directeur du Panorama, la terrasse du château, c'est à Saint-Michel-de-Fonsac, c'est en Gironde. Admettons qu'il y ait des parents avec un fils qui cherche du travail, qui nous écoute actuellement. Admettons qu'il y ait même peut-être directement un jeune qui nous écoute actuellement. Concrètement, vous recherchez quoi? De quelle période à quelle période? Pour combien d'horaires? Pour quel argent par mois? Parce que je suis sûr que vous avez conscience que l'argent aussi à la fin du mois compte. Bien sûr. Moi, je recherche actuellement un poste, alors c'est pas un chef, mais un poste de cuisinier, parce qu'on fait pas de cuisine à proprement dit traditionnelle, c'est que de l'assemblage de planches salées, sucrées, de produits frais. Donc un CDD saisonnier pour aller jusqu'au mois de septembre, nous aider à finir la saison, de 39 heures. On propose donc 6 services de 6 heures, du mardi soir au dimanche soir, de 17h à 23h. Donc un poste sans coupure, avec les jours de repos de lundi jusqu'au mardi soir, qui sont un cadre de travail assez confortable, dans une ambiance familiale et conviviale, pour faire cet assemblage et tenir en fait cette gestion cuisine, cet assemblage de planches dégustatives sur la terrasse. Au niveau de la rémunération, je vous propose un salaire net de 1800 euros, entre 1800 et 1900 euros net, voilà, pour suivant l'expérience et les compétences. Bien sûr, j'ai des profils très différents.
Donc ça c'est aussi modulable en fonction de l'expérience de chacun, parce que je reçois aussi des propositions de personnes qui ont 30 ans d'expérience mais qui sont surqualifiées par rapport à mon poste. Et également aussi, c'est un projet, je le précise, c'est un projet en développement. Je cherche quelqu'un qui pourra s'amuser et être force de proposition, à prendre part dans notre projet pour aussi amener à s'impliquer comme il se doit. Carte. Voilà, s'investir pleinement avec nous et avec une motivation à rejoindre un projet familial en pleine construction et amener aussi sa touche personnelle, je dirais, au projet, parce qu'on fonctionne avec les compétences de chacun et l'expertise de chacun, et c'est comme ça qu'ensemble on peut faire des belles choses. Sachant que j'ai aussi une dernière question, Louis Dubois, j'imagine, que se passe-t-il pour vous, pour votre établissement, pour le projet que vous êtes en train de construire, si par malheur, durant la saison, là après ces dernières tentatives, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un à la hauteur du job que vous proposez concrètement, c'est quoi le risque pour vous, pour votre établissement ? Ça devient difficile de tenir physiquement, parce que c'est vrai que mon papa, au niveau de la santé, les rushs du service sont assez intensifs. Puis moi-même, je suis un peu descendu dans la cale du bateau, mais il faudrait que je remonte à la surface, parce que je peux pas être partout en même temps, et physiquement, ça devient difficile de pas être épaulé et de devoir être partout en même temps. Donc le risque serait un épuisement professionnel total avec les risques de santé qu'on entend parfaitement ici à l'antenne de Sud Radio. Louis Dubois, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, directeur donc du Panorama, la terrasse du château à Saint-Michel-de-Fronzac, c'est en Gironde. Je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, vous êtes dans l'urgence, c'est la recherche d'un job, vous cherchez quelqu'un avec de l'expérience mais peut-être pas trop d'expérience non plus, c'est pour prendre on va dire un job de cuisinier, dans le sens où il y a des assemblages de planches sucrées, salées à réaliser, c'est du mardi soir au dimanche soir, c'est de 17h à 23h et un salaire net, vous avez dit, entre 1800 et 1900 euros. J'ai parfaitement résumé l'annonce ou pas ? C'est parfait, et je vous remercie pour votre soutien et pour ce message aussi passé sur Sud Radio. Merci à vous. Mais c'est à vous qu'on souhaite bon courage, Louis Dubois, et vous le savez, cette radio est aussi la radio de vous, auditeurs, et de vous dans cette région, et de vous quand vous avez besoin. Donc c'est totalement normal, et je compte sur vous, Louis Dubois, surtout pour nous tenir au courant si jamais cette recherche se révèle être fructueuse dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et je le rappelle une dernière fois, directeur donc de ce restaurant, le Panorama, de ce coin en tout cas, Panorama, la terrasse du château, c'est à Saint-Michel-de-Fronzac en Gironde. Et donc si quelqu'un a la nécessité là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines de se retrousser les manches, passez un coup de fil, allez sur leur site internet, allez sur leurs réseaux sociaux, tout est là et vous trouverez toutes les modalités. Il est 10h29, dans un instant les débatteurs rentrent en studio et on s'interrogera sur la fin de vie, on s'interrogera sur la petite phrase de Bernard Arnault qui fait énormément réagir, et notre premier sujet tournera autour de Marine Le Pen, avec ce qu'on appelle une image de Marine Le Pen, un quali dans notre jargon de sondeur et dans notre jargon de journaliste. La plupart des Français croient encore que Marine Le Pen est d'extrême droite. Ah bon ? 0826 300 300, à tout de suite.